Chère communauté, bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, nous reprenons les live rencontres avec l'écrivain. Nous avons fait un petit break les 2 dernières quinzaines du mois de juin et nous reprenons dès aujourd'hui pour le mois de juillet avec beaucoup d'écrivains. Et aujourd'hui, vendredi, nous aurons Linda Schuiten avec nous. Linda Schuiten, qui dit Linda Schuiten, une valse, le roman du pauvre cheveu et plein d'autres. Donc, nous allons recevoir Linda Schuiten ce soir. En attendant que la communauté se connecte, nous allons taguer Linda Schuiten pour qu'elle sache que le live vient de démarrer. En attendant, je dis bonsoir à tous ceux qui viennent, donc qui sont là. Alors, très bien, je vois déjà les abonnés, les membres. Bienvenue à tous. Linda Schuiten est là apparemment, donc on va accepter l'invitation. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui arrivent. Nous reprenons les live rencontres avec l'écrivain aujourd'hui avec l'écrivaine Linda Schuiten. Linda Schuiten de Laval. Bonsoir Linda Schuiten. Bonsoir, bonsoir Ania, bonsoir tout le monde. Ravie d'être parmi vous. Et ça s'est fait sans problème, apparemment cette fois-ci, ce qui est formidable, parce que lors du test tout à l'heure, c'était pas du tout évident, donc je suis contente que ça marche. Super. Voilà, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Linda pour votre présence ce soir. Ravie, c'est vrai que nous avons déjà programmé un live le 1er juin, il me semble, début juin, quelque chose comme ça. C'était le mois passé, hein. Et puis, il y a eu un souci technique, donc la qualité de son et de l'image, c'était vraiment catastrophique. Et là, je vois que ça fonctionne. Ravie. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Omar Khennouf. Bonsoir, Ikralis. Bonsoir, Maïssa Nadine Sidron. Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, ce soir, j'ai l'honneur de recevoir dans Live Rencontre avec l'écrivain Linda Schuiten. Linda Schuiten qui a écrit beaucoup de romans, une plume exceptionnelle, La valse, ma dernière lecture du mois de juin. Alors, Linda Schuiten, pour ceux qui ne connaissent pas encore Linda, parce qu'il y a beaucoup de membres qui ont intégré la communauté, qui est Linda Schuiten? Alors, merci tout d'abord pour cette belle présentation. Alors, qui est Linda Schuiten? C'est d'abord une enseignante de littérature, une férue de littérature avant d'être enseignante de littérature. C'est une férue de littérature puisque j'aime la littérature et les livres, enfin et les romans et tout ça depuis toute petite. Et maintenant, je l'enseigne. Je suis enseignante de littérature, professeure de littérature à l'université de Boumerdès. Je précise que j'enseigne la littérature anglophone, essentiellement anglaise et américaine. Alors, je précise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'enseigne les lettres françaises, peut-être parce que j'écris en français. Et donc, bien sûr, à côté de ça, je suis également écrivaine, c'est-à-dire romancière, nouvelliste et poète. J'ai à mon actif 2 romans pour le moment, un autre est en route et pour très bientôt. Donc, j'ai publié le roman des pauvres cheveux aux éditions Al-Kalima en 2017. J'ai publié une valse. Ah bon, alors d'abord, Pauvres cheveux, le roman des pauvres cheveux a été finaliste de 2 prix, le prix Mohamed Dib et le prix L'Escale d'Alger en 2018. Et puis j'ai publié une valse aux éditions Casbah en 2019. Il a remporté le prix Assia de Barge de la même année. J'ai ensuite publié Des rêves à leur portée, un recueil de 8 nouvelles, paru toujours aux éditions Casbah en 2022. Il est dans la longue liste du prix Mohamed Dib de cette année. Bon, je croise les doigts pour la suite, même si je souhaite bonne chance à tout le monde. Et j'ai publié également un recueil, merci beaucoup. Alors, j'ai publié aussi un recueil de poèmes publié aux éditions Constellation en France. Il s'intitule J'ai connu les déserts et autres poèmes.
Et j'ai publié tout récemment un conte pour enfants. En fait, la publication est toute récente, mais je l'ai écrit il y a très très longtemps, j'avais 18 ans à peine. Il s'intitule Les pierres du pays des Balgans, un petit conte donc pour lecteurs, enfin pour jeunes et moins jeunes d'ailleurs, pas forcément les jeunes, pas forcément les enfants uniquement. Voilà donc ce que j'ai publié en plus de 2 ouvrages académiques et plus de 20 articles académiques toujours en langue française et anglaise, essentiellement en langue anglaise. Mon prochain roman, mon 3e roman, comme je l'ai dit, est pour très bientôt, pour la rentrée littéraire, c'est-à-dire pour le SILA, très certainement. Il est déjà prêt, mais comme c'est les vacances, on préfère le laisser pour le SILA. Voilà donc. Merci. Votre micro, Anya. Votre micro, vous avez oublié. Merci beaucoup, merci. Je disais merci Linda, en plus de votre métier de professeur de langue anglaise, hein, il faut le dire, vous écrivez parce que aussi écrivaine est un métier entier, hein, il faut le dire, et ça prend beaucoup de temps hein, pour écrire. Vous avez écrit pour adultes, vous avez écrit des romans, il y a des nouvelles, mais il y a aussi, vous avez parlé à l'instant, vous avez dit à l'instant pour le conte pour enfants. Est-ce que ce conte pour enfants, vous avez décidé de l'éditer, de le mettre en public, parce que ça vous tenait à cœur, c'est une histoire que vous avez déjà écrite peut-être dans le passé, ou bien c'était déjà prévu d'écrire aussi pour enfants, c'est-à-dire et pour adultes et pour enfants? En fait, comme je l'ai dit, ce conte-là, je l'ai écrit à l'âge de 18 ans, j'étais très très jeune. Et c'était une époque où j'écrivais pas mal pour enfants. Beaucoup de mes manuscrits sont perdus, malheureusement. Il en reste 2 ou 3, c'est tout. Peut-être que je les publierai aussi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'écrivais pas mal. Bon, j'étais à peine sortie de l'enfance moi-même, donc j'écrivais pas mal pour enfants. Et j'avais pensé publier, pas ce conte-là, mais un autre conte l'année d'avant, à l'âge de 17 ans. Il y a eu une mésaventure que j'ai eu l'occasion de raconter une ou 2 fois lors d'entretiens. C'était en fait, on ne connaissait pas d'éditeur à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas moyen de contacter les éditeurs, j'avais personne dans le milieu. Et donc quelqu'un avait proposé à mon père de s'en charger. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu le manuscrit. Il a perdu le manuscrit et je n'avais pas moyen de le retrouver parce que je l'ai utilisé je l'avais tapé sur l'ordinateur d'un parent, enfin de mon oncle, qui s'en est débarrassé par la suite et donc il n'y avait pas. Je retrouvais par contre une version arabe de ce conte-là, donc j'envisage de le reprendre et de le publier encore. Mais c'était une époque, comme je viens de le dire, où j'écrivais pas mal pour enfants. Ce n'est plus le cas après présent, ce n'est plus le cas maintenant. Je ne sais pas si c'est parce que je me suis moi-même éloignée du royaume de l'enfance et tout ça. Peut-être que j'y retournerai, je ne sais pas, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas très méthodique et qui programme pas vraiment beaucoup de choses. Je ne suis pas quelqu'un qui planifie, voilà. Je travaille au coup de cœur. Si l'envie me vient de faire quelque chose, je le fais. Si l'envie ne se présente pas, eh ben, tant pis, je ferai autre chose. Donc, si l'envie me vient de recommencer à écrire pour les enfants, pourquoi pas. Mais cette envie-là n'est pas très présente pour le moment. Ce manuscrit-là, je l'ai retrouvé par hasard dans mes archives, entre guillemets, et je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait. Je l'ai fait lire je l'ai raconté. À l'époque, je ne l'avais pas fait lire à ma petite nièce qui a beaucoup aimé. Je me suis dit allons-y. Pourquoi pas, peut-être que ça intéressera les jeunes lecteurs et je sais que ça en a intéressé quelques-uns, mais c'était pas une envie toute particulière de renouer avec les enfants ou voilà, ça s'est passé comme ça, je l'ai retrouvé par hasard et je me suis dit si ça peut plaire à certains enfants, pourquoi pas, allons-y. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Alors là, c'est plus clair hein, parce que je me suis posé la question par rapport au conte pour enfants. Linda, il faut savoir que pour les membres qui sont ici, Linda est professeure de langue anglaise, elle écrit en français et on vient d'apprendre qu'elle écrit aussi en arabe. Donc, ma question est par rapport à l'écriture. Vous écrivez beaucoup plus en français. Est-ce que vous avez aussi... Alors, ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez écrit en arabe et est-ce que vous comptez continuer à écrire aussi en arabe? Parce que ça, c'est important. Vous êtes enseignante en langue anglaise, vous n'écrivez pas en anglais,
vous écrivez plutôt en français, mais vous avez aussi des manuscrits en arabe. C'est vraiment beau. Vous êtes une vraie littéraire hein, quand on voit ça. Mais quelle est votre préférence aujourd'hui, au fin fond de vous? Quelle est votre préférence, Linda, en termes de langue? Alors, je dois dire que j'ai un petit peu coupé les ponts avec la langue arabe parce que je ne m'en sers pratiquement plus jamais. Bon, à la maison, c'est pas ce que je parle. Dans mon travail, c'est l'anglais. Bon, pour l'écriture, jusqu'à présent, dans le monde éditorial et tout, c'est le français. Il faut dire que depuis l'université, pratiquement, je ne parle plus l'arabe, je ne me sers plus de la langue arabe. Ce qui veut dire que je maîtrisais très très bien la langue arabe, mais j'ai un petit peu je suis moins à l'aise avec cette langue-là maintenant, du fait que je ne m'en sers plus beaucoup. À l'époque, là, le manuscrit dont je vous ai parlé, le conte qui est en arabe, d'abord, je l'ai écrit en arabe parce que le monsieur en question qui voulait se charger de l'édition a proposé quand on le publie en version, c'est-à-dire en tamazight en arabe et en français, donc j'ai entrepris de traduire. Bon, en tamazight, je ne pouvais pas le faire moi-même, donc on a confié ça à quelqu'un, mais pour l'arabe, je pouvais le faire. Donc c'est dans ce contexte-là que je l'ai écrit en langue arabe. Vous me comprenez un petit peu. Et en plus, à l'époque, j'étais encore scolarisée, j'étais encore étudiante, j'avais toujours ce contact-là avec la langue arabe. Il me serait possible, si je renoue par le biais de la lecture, par le biais des vidéos, si je renoue le contact avec la langue arabe, il me sera parfaitement possible d'écrire dans cette langue-là. Et là encore, je ne l'exclus pas du tout. Pourquoi pas, si ça me vient. En tamazight aussi, dans ma langue maternelle aussi, parce qu'entre-temps, j'ai fait des efforts, j'ai essayé un petit peu d'apprendre, même si je n'ai jamais appris ça à l'école, j'ai essayé d'apprendre un petit peu les bases de la langue, de l'orthographe, de la grammaire, etc. Enfin, la grammaire, je l'ai à l'oral. Mais comment transcrire ça, c'était ça qui causait problème. Donc, j'envisage d'écrire, je n'exclus pas plutôt d'écrire dans toutes les langues que je maîtrise, que je connais, c'est-à-dire le français, l'anglais, le kabyle et l'arabe. Voilà mes langues. Par contre, la langue dans laquelle je me sens le plus à l'aise pour le moment, c'est bien la langue française. J'ai coutume de dire, je ne sais pas, parfois je crains de choquer un petit peu en disant cela, mais j'ai coutume de dire que la langue française n'est pas une langue étrangère pour moi. Je sais que pour beaucoup d'Algériens, il y a une certaine méfiance envers cette langue-là, c'est la langue du colonisateur, voilà, ceci, cela. Mais pour moi, c'est une langue, ce n'est pas une langue étrangère. J'ai commencé à l'apprendre depuis mon enfance. Mes parents me parlaient un mélange de français et de kabyle et de français. C'est ça ma langue maternelle. En fait, c'est une langue hybride. C'est un mélange de français et de kabyle. C'est ça que j'ai commencé à apprendre dès mon plus jeune âge. Et par la suite, j'ai renforcé cette maîtrise de la langue et cet amour pour la langue française aussi par le biais de la lecture. J'ai commencé à lire dans cette langue-là très très jeune. Et jusqu'à présent, c'est la langue où je me sens le plus à l'aise. Souvent, on me dit, est-ce que vous réfléchissez en kabyle, puis vous traduisez en français? Et j'ai coutume de répondre, j'ai l'habitude de répondre que, en fait, je suis polyglotte jusque dans ma tête. C'est-à-dire, quand je réfléchis dans plusieurs langues en même temps. Mais le français y occupe une place prépondérante. Donc, pour le moment, je pense que je ne suis pas trop déçue de mon travail en français, donc je ne vois pas pourquoi changer pour le moment. Encore une fois, je fonctionne au coup de cœur, enfin au coup de tête, sur des coups de tête. Donc si l'envie me prend d'écrire dans une autre langue, là encore, pourquoi pas. Mais pour le moment, le français me convient tout à fait. Voilà. Alors, par rapport aux langues, par rapport à l'écriture, et puis vous dites que vous ressentez que la langue française est comme une langue maternelle je vous rejoins aussi hein, parce que on a perdu Linda Schuiten. J'espère qu'elle va revenir, hein, Linda Schuiten. Alors, elle disait qu'elle écrit beaucoup plus en français. Elle a déjà écrit en arabe et elle peut facilement reprendre l'écriture en arabe. Donc, elle est vraiment une polyglotte. Elle enseigne l'anglais. Donc, j'imagine qu'elle peut même écrire en anglais. Donc, c'est la question que je voulais lui poser. Donc, j'espère que Linda sera de retour. Oui, Linda est là, en principe. Très bien. Donc, Linda est de retour. Très bien. Parfait. Alors, Linda, est-ce que vous m'entendez?
Alors, bonsoir, bonjour, si vous pouvez juste éteindre votre micro, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Votre micro. Oui, je vous entends parfaitement, je suis désolée. J'ai fait une mauvaise manipulation, je me suis retrouvée ailleurs, voilà, je suis désolée. Mais heureusement que ça s'est vite réglé, voilà. J'étais en train juste de résumer ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport aux langues. Donc, nous comprenons que vous écrivez beaucoup plus, enfin, oui, la plupart du temps en français. Vous êtes, la langue française est comme une langue maternelle ou voilà, chez vous. Et c'est le cas de beaucoup aussi d'Algériens, faut le dire. Et vous pouvez facilement reprendre l'arabe et donc vous pouvez aussi écrire en anglais puisque vous êtes professeur d'anglais. Est-ce que vous avez déjà écrit en anglais, Linda Schuiten? Alors, oui, ça dépend de quel type d'écrit vous voulez parler. J'ai beaucoup écrit en anglais, j'ai à mon actif 2 ouvrages académiques en anglais. Voilà. Les romans, non. Les romans, j'en ai pas en anglais. La fiction, pour le moment, je ne l'ai pas attaqué en anglais. J'ai des ouvrages académiques en anglais, presque une vingtaine d'articles académiques en anglais. J'ai publié 3-4 poèmes en anglais. J'en ai une cinquantaine pas encore publiés. Mais pour la fiction, je ne sais pas. Là encore, ça vient tout naturellement en français. Euh, Beaucoup me posent cette question-là. Comment ça se fait que vous enseignez l'anglais, que vous n'écrivez pas en anglais? Est-ce que c'est pour une raison, est-ce que c'est à cause du lectorat? Il n'y a pas beaucoup de lecteurs en anglais en Algérie et tout. Oui, un peu, mais c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que ça vient tout naturellement. Je me sens plus à l'aise en français qu'en anglais. Même pour la fiction, je dis bien pour la fiction parce que j'ai écrit autre chose en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je dois préciser que l'anglais, contrairement au français, même si j'écris dans cette langue-là, même si j'ai vécu dans un pays anglophone, même si c'est la langue dans laquelle je travaille, mais ça reste quand même, malgré tout, une langue étrangère pour moi, contrairement au français. J'ai un attachement particulier à cette langue-là. Mais peut-être dans l'avenir, là encore, qui sait, peut-être que j'écrirai de la fiction en anglais dans le futur. Voilà. Nous souhaitons connaître un peu plus Linda Schuiten. Alors, Linda Schuiten qui est professeure d'anglais et elle est écrivain aussi. Hein. Donc, il faut savoir que vous n'avez pas édité un seul roman, mais 4, c'est ça? 4 romans, avec le recueil de nouvelles, si je ne me trompe pas. Alors, Linda, comment est-ce que que vous managez votre temps? Comment est-ce que vous faites pour écrire en même temps vous travaillez? Parce qu'il faut savoir qu'être professeur, ce n'est pas facile, hein. Ça prend du temps, de la concentration, les corrections, le programme, etc. Et vous écrivez en parallèle. Comment est-ce que Linda manage son temps? Alors, bon, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un de spécialement organisé, de très méthodique. Bon, le travail, bon, m'en gagne pas si vous voulez dire, malheureusement, parce qu'il faut bien vivre, c'est l'enseignement, même si je trouve du plaisir à enseigner aussi. Et donc, quand j'ai des obligations professionnelles, je suis obligée de donner la priorité à ces obligations professionnelles-là. Sauf quand l'envie d'écrire se fait vraiment très forte. Il y a des moments où l'envie d'écrire est vraiment, il faut que j'écrive à tout prix. Là, je lâche tout et j'écris. Voilà. Sinon, j'écris quand je peux. Là encore, il y a des gens qui écrivent tous les jours, qui consacrent un moment de leur journée, enfin, je sais pas, 2 heures, 3 heures par jour. Ce n'est pas mon cas du tout. Donc, je peux, sauf pour une vache, j'ai essayé de le faire un petit peu pour une vache, j'ai essayé de m'astreindre à une certaine discipline. J'ai essayé d'écrire tous les jours, mais même avec une valse, j'ai pas respecté ce rythme-là, cette cadence-là, forcément au quotidien. Voilà. Mais pour comment dire, pour les autres ouvrages, ben j'écris chaque fois que j'en ai l'occasion, chaque fois que et chaque fois que l'envie se fait très forte. Voilà. Sinon, ça peut pas se faire chaque fois que j'en ai envie, malheureusement, parce que il y a des choses qu'on est obligé de faire, il y a des contraintes professionnelles et autres. Voilà. Donc j'écris quand je peux. Je voulais juste faire une petite rectification. Je n'ai pas écrit 4 romans, j'ai écrit 3 romans. 2 ont été publiés pour le moment et le troisième est pour très bientôt. Voilà.
en parlant de l'écriture, et on reste dans l'écriture, on comprend que vous n'êtes pas vraiment discipliné en termes d'écriture, hein. Donc, vous écrivez vraiment selon l'envie, selon le temps que vous avez. Parfois, l'envie est là pour écrire, pour ne pas dire l'idée, hein. C'est l'envie d'écrire plutôt. Et parfois, donc, voilà, vous n'écrivez pas. Alors, donc ce n'est pas tous les jours. Et là, on comprend que vraiment la discipline d'écriture diffère d'un écrivain à un autre. C'est incroyable. Il y en a ceux qui écrivent le matin, ceux qui écrivent le soir, ceux qui écrivent tous les jours, ceux qui écrivent uniquement les week-ends. Et ça diffère et ça fait quand même, voilà, comme quoi il n'y a pas une science exacte, hein, ou une règle exacte pour être écrivain ou pour écrire. Mais moi, ce que ma curiosité par rapport à quand est-ce que vous avez commencé à écrire? Parce que vous avez dit tout à l'heure, 18 ans, vous avez écrit un conte pour enfants. Mais est-ce que finalement, peut-être l'écriture remonte à bien avant? Peut-être au primaire ou au collège? Tout à fait. En fait, il y a des personnes qui s'étonnent quand je dis que j'ai commencé à écrire dès l'âge de 9 ans, 8-9 ans, quelque chose comme ça. J'entends quelques confrères ou quelques consoeurs dire qu'elles n'avaient jamais envisagé de devenir écrivain ou écrivaine et que ça s'est fait sur le tard, je ne sais pas, des circonstances aidant. Ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je répétais à qui voulait bien me croire, à qui voulait bien ne pas me rire au nez, que j'allais devenir écrivain. C'est un rêve d'enfance que je réalise assez tardivement, je dois dire. Et donc, j'ai commencé d'abord à lire, et je dois remercier mon père qui m'a inculqué cet amour de la lecture, donc qui m'encourageait à lire très 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 jeune. Donc très très jeune, dès l'école primaire, je commençais à lire ces petits contes-là, les petits contes pour enfants, etc., en arabe puis en français, très vite en français aussi. Et ça m'a tellement plu que j'ai commencé à enchaîner, je commençais à lire un petit peu tout ce que je trouvais, tout ce qui me tombait entre les mains. Et l'envie d'écrire est née, a naturellement suivi l'amour de la lecture. L'amour de l'écriture a été une suite logique, une conséquence logique de l'amour de l'écriture. Et donc, dès 8-9 ans, j'ai commencé par écrire des petites histoires de rien du tout, ou parfois surtout des poèmes de circonstances. C'est-à-dire que si c'est par exemple l'anniversaire d'une amie, d'une copine ou quelque chose, j'écris un petit poème de quelques lignes pour lui souhaiter joyeux anniversaire, au collège, on nous donnait, on échangeait ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, je ne crois pas, les cahiers de souvenirs. Avant chaque vacances d'été, on échange. Donc j'écrivais, au lieu d'écrire un texte banal, un texte ordinaire, j'écrivais ça sous forme de petits vers, de petits poèmes. Ça a commencé comme ça. Et en fait, une ancienne camarade de classe m'a rappelé dernièrement que j'avais écrit, moi, ma première tentative de roman, c'était en langue arabe d'ailleurs, c'était au collège. Ça s'appelait El Fajr al-Manshoud, je me souviens très bien. Ça s'appelait El Fajr al-Manshoud et c'est elle qui m'avait rappelé. Moi, ça m'était un petit peu sorti de la tête. Je me réfère toujours à ce conte-là que j'ai voulu publier à l'âge de 17 ans comme ma première tentative. Et cette camarade de classe-là, elle m'a dit, mais non, au collège déjà, c'est-à-dire dès l'âge de 13 ans, en fait, j'avais déjà écrit, voilà, c'est très très ancien, mais il m'a fallu beaucoup de temps, étant donné mon manque d'organisation, et puis aussi, il faut dire qu'on manque parfois de confiance, surtout quand on est très jeune. On se compare aux classiques qu'on a l'habitude de lire, et on se dit, est-ce qu'on a notre place nous aussi, etc. Donc il y a eu beaucoup d'hésitations. Et il faut dire que mes études en lettres, par la suite, m'ont beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait 36 000 façons d'écrire, qu'il n'y a pas que les classiques. Il y a pas, d'ailleurs, on en a discuté un petit peu tout à l'heure lors du test. Écrire, c'est pas une chance exacte et on peut trouver divers mouvements, divers courants, divers voix individuelles dans la littérature. Et je me suis dit pourquoi pas la mienne. Et puis les choses se sont facilitées aussi parce que le contact avec les éditeurs est devenu plus facile grâce à Internet. On peut trouver leur numéro de téléphone, leurs adresses e-mail, leur site, etc. Tout ça facilement. Donc c'était plus facile de se forger une voix dans ce domaine-là. Voilà. Mais c'est très très ancien effectivement. Alors, on comprend que votre rêve de devenir écrivain date de très longtemps quand même, hein, de l'enfance. C'est ça.
Alors, Effectivement, c'est- avant de répondre, justement, il y a Monsieur Omar Khanouf qui a posé une question par rapport à la valse. On va revenir tout à l'heure, hein, par rapport au roman de Linda Schuiten. On reste c'est une question très intéressante d'ailleurs. On reste dans l'écriture. Alors, Linda Schuiten, vous qui êtes, on peut dire anglophone aussi, hein, d'accord, puisque vous êtes prof d'anglais, vous êtes aussi anglophone. Vous savez que la méthode d'écriture, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, la méthode d'écriture chez les anglophones diffère de chez les francophones, par exemple. Hein. C'est-à-dire que on peut facilement apprendre à écrire en lisant des livres. Et on a un petit peu parlé de ça, des livres de comment écrire, etc. Donc il y a le Show Don't Tell et tout, mais en français il n'y a pas beaucoup de livres d'écriture. D'ailleurs, ça a commencé chez celui qui a fait le mind mapping, Tony Buzyn, l'anglais. Donc ça a beaucoup aidé les écrivains à écrire, à faire leur plan, etc. Donc on trouve énormément de livres pour l'apprentissage de l'écriture, contrairement à la langue française. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes anglophone? En fait, oui, effectivement, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que, bon, dans le monde anglophone, anglo-saxon, on a aux États-Unis particulièrement, mais pas que, euh, il y a l'idée que tout peut s'apprendre. Et on cherche à tout apprendre, à tout c'est-à-dire que si vous êtes dans un domaine, on cherchera à vous faire des cours pour que vous soyez rentable. En fait, l'idée est assez mercantile. C'est pas forcément l'amour de la littérature qui est derrière, mais il y a aussi une idée mercantile, c'est-à-dire pour que le livre se vende, il faut qu'il corresponde à certains critères. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure quand on discutait, est-ce qu'un livre qui se vend est forcément le meilleur de la littérature? Ça se discute. Est-ce que les livres qui se vendent les plus sont des chefs-d'œuvre ou sont les meilleurs chefs-d'œuvre qui puissent exister? Ça se discute. J'avais cité l'exemple d'écrivains et d'artistes, écrivains comme Herman Melville, écrivain américain du 19e siècle, ou artistes comme Van Gogh, le plus connu, l'exemple le plus connu est celui de Van Gogh, qui a vendu une seule toile de son vivant. Il y a des artistes qui sont morts dans la misère, dans l'anonymat le plus total, et dont on a reconnu la valeur qu'une fois après leur mort. Donc, je pense que c'était des précurseurs, c'était des avant-gardistes dont on n'a pas reconnu le talent immédiatement. Donc, ces recettes-là pour écrire un bon livre, oui, si vous voulez vendre beaucoup de livres et devenir un peu riche, vous faire un petit peu d'argent, devenir riche, pourquoi pas ça? C'est bon, mais je pense que le propre de l'écrivain est l'authenticité. Moi, je crois beaucoup en la valeur de l'authenticité pour un écrivain. Donc, ces recettes-là, vous ne perdez rien. Vous pouvez toujours écouter ces leçons-là, ces masterclass là doucement. Mais sélectionnez, prenez ce qui vous parle, ce qui vous convainc, ce qui vous semble. Et ne perdez pas votre voix, ne perdez pas votre authenticité, là encore une fois. Il n'y a pas une seule façon d'écrire, je le disais tout à l'heure. Les vrais écrivains sont ceux qui sont, et les artistes en général, sont ceux qui n'ont pas peur de montrer the true colors, ce qu'ils sont, effectivement, vraiment ce qu'ils sont, etc. Et qui ne cèdent pas à l'effet de mode, etc. Parce que ça, c'est éphémère. Un livre qui se vend très bien maintenant ne va pas forcément survivre aux années, ni même au siècle. Même maintenant, si vous écrivez un livre qui vous est, dont vous êtes convaincu, qui est vraiment le reflet de vous-même, je ne vous garantis pas que vous allez survivre aux années, aux siècles non plus. Mais comme vous ne savez pas, comme il n'y a pas de science exacte, soyez vous-même, écrivez avec sincérité, écrivez avec authenticité, avec ce qui vous semble beau, avec ce qui vous semble bien écrit, sans forcément. Donc, vous l'aurez compris, je suis plus de l'école francophone sur ce plan-là, même s'il y a des choses qui me plaisent. Par exemple, l'idée, vous avez donné l'exemple de show don't tell. C'est-à-dire que ne vous perdez pas en description, c'est-à-dire si vous voulez dire, je ne sais pas, que Mohamed, au lieu de dire Mohamed est attentionné envers son frère, ou affectueux envers son frère, dites que Mohamed a préparé un plat de, je ne sais pas, plat de riz, voilà, il a déposé en lui caressant le bras, voilà, c'est-à-dire montrer
cette attention-là, cette affection-là, plutôt que de dire il est affectueux envers son frère. Voilà. Et moi, j'adhère un petit peu à tout cela, mais c'est le principe de départ, c'est-à-dire l'idée d'imposer une façon d'écrire aux auteurs qui me dérange un petit peu. Comme je le disais tout à l'heure, après tout, les classiques, les auteurs du 19e siècle, qui ont survécu à tous ces siècles-là et qu'on lit toujours avec passion, avec intérêt, used to tell, il décrivait, il utilisait des adjectifs, etc. Ça ne nous empêche pas d'apprécier leurs écrits et même de les admirer encore aujourd'hui. Donc là encore, bon, après, on est tous les enfants de notre époque, donc on réfléchit un petit peu comme notre époque. Mais cela ne veut pas dire que il faut qu'il faille suivre aveuglément ce qu'on nous apprend à écrire. Voilà ma façon. Si vous me permettez, je vais essayer de répondre à la question de Monsieur Khanouf, Omar, qui avait posé une question sur ce qui m'inspire. Là encore, j'ai l'habitude de... Répondez, d'accord. Répondez à la question, qu'est-ce qui vous inspire lors de votre écrit, mais surtout par rapport à la valse aussi. Hein. D'accord, d'accord. Bon, alors en général, ce qui m'inspire, moi, c'est... Je fonctionne par épiphanie. C'est-à-dire qu'un petit détail de rien du tout peut faire naître tout un monde autour. Pour le roman des pauvres cheveux, j'ai l'habitude de raconter que je souffrais, et je souffre toujours, décidément, ça fait des années, que j'ai une chute de cheveux, c'est-à-dire que mes cheveux tombent un petit peu partout sur mes vêtements, et à chaque fois j'ai l'habitude de me lamenter, hein, mes pauvres cheveux, etc. Et c'est comme ça que c'est venu. C'est venu d'un détail de rien du tout. Et je me suis dit, ah tiens, un roman, Les aventures d'un pauvre cheveux, ça serait intéressant. Et j'ai l'habitude de raconter cette anecdote-là. Mon petit frère, qui n'est plus petit aujourd'hui, il m'avait dit, oh là là, les aventures d'un pauvre cheveux, ça n'intéressera personne, qu'est-ce que tu vas raconter, qu'est-ce que tu pourras bien raconter sur un cheveu. Et je lui ai dit, mais non, il va tomber dans la soupe, dans la soupe, on va le jeter, on va le poursuivre, plein d'aventures. Et ça a commencé comme ça. Pour la valse, pour une valse, c'est né lors d'un voyage à Vienne. Vous savez très bien qu'une partie d'une valse se déroule à Vienne, en Autriche. Et c'est né de mon propre départ en Autriche. C'est-à-dire que je suis partie en Autriche pour prendre part à un colloque de littérature comparée. Et là, je me suis mise à imaginer, moi j'avais l'habitude de voyager. J'avais déjà vécu 3 ans en Irlande, j'avais été au Portugal, ça, j'avais voyagé un petit peu partout. Enfin, pas un petit peu partout, mais j'avais quand même suffisamment voyagé. Et je me suis mise à imaginer que c'était une femme qui n'avait pas eu la chance, qui avait été un petit peu moins chanceuse que moi, n'avait pas eu la chance de terminer ses études, qui quittait son patelin pour la première fois, pour qui la vie était très difficile, qui entreprenait ce voyage-là. Et ça a commencé comme ça. Et je voulais bien sûr raconter, c'est comme pour les pauvres cheveux, c'est-à-dire que l'idée est là, mais il faut quand même que ça raconte quelque chose sur notre vécu, même si l'imagination occupe une place prépondérante dans mes écrits, mais j'essaie toujours de ne pas détacher ça du réel, de relier ça à un vécu, à certains problèmes qui nous sont familiers, etc. J'ai fait ça avec le roman des pauvres cheveux et j'ai voulu faire ça avec une valse qui est certainement le plus féministe, comme on dit, on aime bien de mes écrits. Je voulais relier ça à la condition féminine, c'est-à-dire à des choses qui ne me plaisent pas forcément concernant la situation de la femme en Algérie. Voilà pour répondre brièvement. Donc, voilà. Et on reste avec la valse, une valse, pardon, hein, on reste avec une valse. Vous avez dit que c'était lors de votre voyage à Vienne. Effectivement, nous allons voyager aussi à Vienne. Il y a une partie à Vienne. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que vous avez démarré cette histoire en Kabylie. En fait, elle démarre à Tizi Ouzou, en Kabylie. Et les descriptions, etc., c'est que vous avez... ma question est, pourquoi vous n'avez pas démarré d'Alger, mais vous avez démarré de Tizi? Pourquoi spécialement de Tizi, non pas d'une autre région, pas forcément Alger, vous qui avez voyagé, beaucoup voyagé? Donc, d'abord, Tizi Ouzou n'est pas présente dans le roman du tout. Il n'y a pas une ville qui s'appelle Tizi Ouzou. La Kabylie, je connais. Il y a la Kabylie et il y a Tizi Ouzou. Vous avez raison de parler de Tizi Ouzou puisque Tizi Ouzou a été fortement inspiré de Tizi Ouzou. En fait, c'est un autre nom pour Tizi Ouzou.
Et il y a un patelin, il y a une autre région tout aussi fictive, mais qui pourrait être n'importe quel patelin en Algérie, qui est le Mouja, qui est un nom un petit peu ironique, puisque le nom est très beau, le Mouja, ça fait rêver, etc. Mais en fait, la réalité dans ce pays est loin de faire, dans ce patelin-là, est loin de faire rêver. Là encore, bon, je me suis inspirée. Vous savez, il y a des écrivains qui voyagent un petit peu partout, mais je pense en particulier à l'écrivain irlandais James Joyce, qui a choisi de s'exiler, qui a vécu dans notre pays européen, notamment à Trieste, etc., donc qui a quitté son Irlande natale très jeune, mais en fait qui situe tous ses écrits en Irlande. Donc voilà, l'attachement est resté tel que malgré les années d'exil, tous ces écrits parlent d'Irlande. Et peut-être que je suis un petit peu dans le même cas, etc. Même si j'ai voyagé et même si j'ai vécu ailleurs pendant 3 ans, enfin, c'est-à-dire dans un autre pays pendant 3 ans, je ne pense pas que je pourrais écrire un livre où il n'est pas du tout question d'Algérie et où il n'est pas question de ma ville natale, Tizi Ouzou. En plus, c'est une ville qui a une histoire récente très chargée et que j'ai vécue moi-même. Et donc, je ne peux pas m'en détacher. Je n'arrive pas. J'ai vécu 3 ans en Irlande, mais pour le moment, ça ne m'a pas donné forcément l'envie. Il y a une nouvelle qui me trotte en tête sur l'Irlande, mais l'envie, peut-être que même dans cette nouvelle-là, je parlerai de Tizi Ouzou et je parlerai d'Algérie, etc. Je ne sais pas, l'attachement est tel, et puis le vécu, l'histoire récente de l'Algérie, tout ce qu'a vécu l'Algérie récemment, on ne peut pas rester indifférent à ça, on ne peut pas écrire sans en parler. Voilà. Par contre, là où je vous rejoins, j'ai en tête, je viens de dire que j'avais en tête une nouvelle sur l'Irlande. En fait, je voulais inclure ça, enfin je veux toujours, puisque je n'ai pas réalisé ça, dans le cadre d'un recueil de nouvelles consacré à mes voyages, inspiré de mes voyages. C'est-à-dire que chaque nouvelle, je ne sais pas, il y aura 6 ou 7 nouvelles, chaque nouvelle sera située dans un pays différent et sera inspirée de mes contacts avec les gens que j'ai rencontrés là-bas. Parce que c'est vrai, j'aime beaucoup voyager, on aime bien voir les sites qui sont propres à ce pays-là, les endroits marquants, enfin les endroits les plus connus, etc., un petit peu comme des touristes. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le contact avec c'est le facteur humain là encore. Je crois que c'est le souci majeur de tout artiste et de tout écrivain. Donc c'est les contacts qu'on établit lors de ces voyages-là qui nous intéressent. Par exemple, lors d'un voyage en Louisiane, aux États-Unis en 2010, j'ai fait la connaissance d'une dame de 50 ans, d'une dame afro-américaine, qui s'appelait d'ailleurs Linda, c'est drôle de coïncidence comme moi, et qui m'a parlé un petit peu de ses enfants. C'était une fervente croyante, chrétienne bien sûr, etc., mais qui me parlait de ses enfants qui ne suivaient pas forcément, qui n'avaient pas les mêmes croyances qu'elle, et qui suivaient un chemin qui lui semblait s'éloigner du sien, etc. Bon, je ne veux pas tout raconter parce que j'ai envie d'écrire là-dessus, donc j'ai pas, voilà. Celle-là m'a intéressée. Lors d'un voyage au Liban, j'ai rencontré une jeune Philippine, employée de maison philippine, une domestique philippine, qui me racontait, je ne la connaissais pas, on a discuté pendant qu'on attendait le bus. J'attendais le bus, et elle en avait tellement plein sur le cœur qu'elle me racontait la façon dont elle était maltraitée par ses employeurs là-bas au Liban. Et ça m'avait un petit peu choquée parce qu'on se fait une idée du Liban comme ça, qui est voilà, un pays très ouvert, très, très éclairé, etc. Voilà, ce sont ces petites histoires-là que j'aimerais peut-être raconter dans un ouvrage, peut-être dans un recueil de nouvelles consacré à mes essais. Mais l'Algérie et le Tizi Ouzou sera toujours présente pour les gens de culture. Voilà. Merci beaucoup, Linda. Voilà, on a eu un scoop. C'est bon, on sait à peu près les nouvelles et sincèrement, c'est attrayant, hein. Moi, j'aime beaucoup les voyages aussi et c'est ça, c'est le facteur humain, vous avez dit, la rencontre avec les gens et c'est à partir de là qu'on s'inspire justement de l'écriture pour raconter aussi la vie des autres, pas uniquement la nôtre. Sincèrement, c'est très passionnant. Je vous encourage. Écrivez ces nouvelles parce qu'on a envie de voyager aussi avec vous et découvrir ce que vous avez découvert.
Parlons d'une valse, ainsi que il faut savoir que vous avez été primé. Il a eu le prix Assia Djubal en 2021. Pareil pour le roman des pauvres cheveux, il a eu aussi un prix, hein, si je me trompe pas. En fait, une valse a eu le prix Assedbal en 2019, pas en 2021, c'est-à-dire l'année de sa publication. Et le roman des pauvres cheveux n'a pas été primé, mais il a été finaliste de 2 prix, comme je le disais tout à l'heure, le prix Mohamed Dib et l'Escale d'Alger. Mais je n'ai pas eu ces prix-là finalement. Voilà. Alors, ma question, Linda, je souhaite savoir, vous avez écrit une valse et ce livre a été primé, il a eu le prix Assia Djbar. Est-ce que vous aviez le doute que ce roman allait être primé? Ça c'est une curiosité. Et qu'est-ce que ressent justement un auteur lorsqu'il ressent pour la première fois ce grand prix quand même Assia Djbar? Il faut savoir que vous n'avez pas écrit une dizaine de romans, c'est-à-dire, on va dire que vous êtes toujours à vos débuts, hein. C'était 3 romans, c'est ça. Mais quel est le ressenti de… Déjà, la première question, est-ce que vous avez douté à un moment qu'il pourrait quand même mériter, qu'il mérite peut-être un prix? Et quel a été votre ressenti, justement? Alors, donc, pour être direct, non, je ne m'attendais pas du tout à ce prix-là. Alors, déjà, la première surprise était avec le roman des pauvres cheveux, parce qu'avec le roman c'était mon premier roman, le premier roman que je publiais. Je venais juste de commencer mon parcours, pas dans l'écriture, mais dans la publication, parce que je vous dis, l'écriture remonte quand même à loin. Et donc, c'était mon tout premier roman, et je me retrouve dans la longue liste, bon, ça va et tout, et après, je me retrouve dans la shortlist, dans la liste courte, et là, c'était vraiment une grande surprise, une très 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 grande joie, parce que comme je viens de vous le dire, c'était mon premier roman, je m'y attendais pas du tout, donc me retrouver, et puis j'avais déjà quand même une petite idée sur le jury qui composait le prix Mohamed Dib. Je savais que c'était tous des gens très connaisseurs en littérature, voilà, des dames et des messieurs très respectables, voilà, qui maîtrisent très bien qui savent très bien de quoi ils parlent. Et donc j'étais très contente, mais par contre là je me suis laissée tenter par l'espoir, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais finaliste de 2 prix, le prix Mohamed Dib et l'Escale d'Alger, et je précise que la finale de ces 2 prix-là a eu lieu le même jour, le 11 octobre 2018. Donc j'étais en finale de 2 prix. Mon éditrice de l'époque s'était rendue à la finale, enfin la cérémonie de remise des prix du prix d'Escale d'Alger à Alger, et moi je me suis rendue à Tlemcen pour assister à la finale du prix Mohamed Dib, et je me suis dit finaliste de 2 prix le même jour, etc. Même si ça fera pour l'un, ça marchera pour l'autre peut-être quand même. Donc j'avais quand même un petit espoir que ça marche. Et j'étais déçue, je reconnais que j'étais déçue quand ça n'a marché ni pour l'un ni pour l'autre. En plus, j'ai eu beaucoup d'échos qui me disaient tu es vraiment pressenti pour le prix Mohamed Dib. Je sais pas, j'ai eu des échos qui m'ont un petit peu induit en erreur. Et donc j'étais un petit peu déçue par le résultat. Même si j'y croyais pas, même si j'avais pas du tout pensé à ça au départ. Pour le prix Assia Djebal, pareil, je m'attendais pas du tout à ce prix-là. D'autant plus que pour le prix Assia Djebal, j'étais avec les éditions Casbah. Avec les éditions Casbah, c'est-à-dire ils mettent leurs auteurs systématiquement dans tous les prix qui existent. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien fait pour candidater. C'est-à-dire je n'ai pas présenté ma candidature, je n'ai pas envoyé ma candidature moi-même. C'est mon éditeur, c'est la maison Casbah qui s'est chargée de cela. Et comme vous le savez, avec le prix Mohamed Dib, avec le prix Assia Djebal à l'époque, il n'y avait pas de présélection, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de longue liste et de short list. On désignait directement le vainqueur, donc il n'y avait rien qui me laissait supposer, que j'allais pour me faire espérer un prix à la fin. Et donc, j'ai été travailler ce jour-là, le jour de la remise des prix. On m'avait invité pour venir assister. Bon, je me suis dit, je dois travailler. Si après ça, je dois revenir, je dois encore aller à Alger, tard dans la nuit, il n'y avait personne. J'étais pas véhiculée à l'époque, donc ça serait un problème pour moi pour rentrer. Je me suis dit, bon, c'est pas la peine, je vais aller pour rien. Et donc, j'ai pas assisté. Je venais de rentrer du travail. J'allume mon Facebook. Je me suis dit, je pense que la cérémonie va commencer maintenant. Je vais essayer de la suivre un petit peu en direct. Et quelques temps après,
je reçois un message me disant félicitations, tu as eu le prix Mohamed Dib. Je me suis dit non, il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Et elle m'envoie la vidéo où on révélait le nom, on affichait le nom du gagnant. Et j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était effectivement. Mais je ne m'attendais pas du tout. Je dois dire que je ne m'attendais pas du tout. Bien sûr, beaucoup de joie, un sentiment de fierté quand même, parce que même si les prix ne définissent pas forcément la valeur d'un titre, c'est-à-dire que vous pouvez écrire un très bon livre et ne pas avoir de prix, mais ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir. Et surtout, ce qui fait le plus plaisir, c'est de voir son nom associé à Assia Djebal, ce qui n'est pas rien. Assia Djebal, c'est quand même l'une des plus grandes écrivains, des plus grandes ambassadrices de la littérature algérienne. Donc oui, beaucoup de fierté. Je dois reconnaître que j'étais contente et fière de recevoir ce prix-là. Linda Schwitten, il faut savoir aussi qu'Assia Djebal a fait partie de l'Académie française. Hein. L'une, la seule et l'unique écrivaine qui a fait quand même partie de l'Académie française. Donc, c'est vrai que ce prix, ce n'est pas n'importe quel prix. Félicitations, encore une fois, même si ce prix, voilà, vous l'avez eu en 2019. C'est une fierté. Vous ressentez cette fierté, mais en même temps, quand on a ce prix, est-ce qu'on dit, après tout dépend bien sûr des écrivains, on dit c'est bon, j'ai atteint le summum, ou on dit non, il faut encore plus pour un deuxième prix encore, ou bien c'est bon, j'ai atteint mon objectif. Qu'est-ce qu'on dit finalement qu'est-ce qu'on réfléchit Linda Schwitten, par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en dites? Il faut savoir que, enfin j'espère en tout cas que la motivation première d'un écrivain, voire la motivation tout court d'un écrivain n'est pas d'avoir des prix. On écrit parce qu'on aime ça, parce que ça nous titille, parce qu'on a envie d'écrire, de partager avec nos lecteurs. Et la plus grande récompense, je ne suis pas la seule à le dire, et je ne crois pas que ce soit de la simple démagogie, ce sont les retours des lecteurs. Quand on a des retours et surtout des retours des gens qu'on sait passionnés de littérature, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils ce sont de grands lecteurs, qui n'en sont pas à leur premier roman, à leur première lecture, etc. Et que vous disent on a beaucoup aimé, et que ça nous motive vraiment. Mais je crois que même sans ça, quand on a cette passion-là dans le sang, on continuera quand même à écrire. Et puis de toute façon, il y a tellement même si c'était les prix en admettant que ce sont les prix qui nous motivent, il y a tellement d'autres prix, il faut viser. Moi, ce que je cherche à viser maintenant, parce que en Algérie, mon expérience en Algérie a été très satisfaisante. Alhamdoulilah, comme on dit. J'ai pas mal de lecteurs, j'ai eu des retours très satisfaisants. Voilà, parce qu'on dit souvent un écrivain qui n'a pas de lecteurs ne peut pas se considérer comme écrivain. J'ai la chance d'avoir des lecteurs qui aiment mes écrits, donc je suis très contente. Par contre, la prochaine étape, ce qui m'intéresserait, c'est d'élargir ce lectorat-là et de viser un lectorat un peu plus international. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que vous avez un petit peu contribué à tout ça, à ça, puisque vous avez fait lire mon roman à des lectrices ou à des lecteurs d'outre-mer. Donc, je vous remercie pour cela. Et j'aimerais justement avoir un nombre important de lecteurs à l'étranger, peut-être soit par le biais d'une édition, de publication à l'étranger, soit, et c'est encore plus important pour moi, par le biais de traduction. Et ça, ça a commencé à se faire. Bon, la première traduction qui a été faite de mes œuvres, c'est la traduction en Temesdir. Donc, on a commencé chez nous, en Temesdir du roman des pauvres cheveux. Maintenant, une valse a été traduite en anglais américain. Et la publication est pour très bientôt, peut-être fin 2024 ou début 2025, c'est-à-dire qu'on a eu l'accord de l'éditeur d'une grande maison d'édition américaine, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Mon recueil de nouvelles des rêves à leur portée a été traduit en italien. On est à la recherche d'un éditeur parce qu'on avait eu l'accord d'un éditeur, mais il y a eu un petit problème. Donc, bon, voilà, bon, je vais pas raconter tout ça. Donc, on est à la recherche d'un éditeur. Voilà. Mais ce genre de projet-là, ça m'intéresse. C'est-à-dire me faire connaître au-delà des frontières de l'Algérie, même si je tiens à mes lecteurs algériens qui ont été les premiers à m'encourager, qui ont été les premiers à apprécier mes écrits, je les remercie, je leur serai toujours reconnaissante, mais bien sûr, il est naturel de vouloir un petit peu élargir ses horizons. Voilà, tout ça, ce sont autant de motivations qui nous pousseront à continuer à écrire,
en plus de la passion qui est la raison principale, qui est la motivation principale. Sincèrement, je viens d'apprendre avec les membres ici par rapport aux traductions, traduction vers l'anglais de une valse. Félicitations, c'est une fierté, il faut le dire, parce que si il sera traduit en anglais, déjà il y a une large porte vers l'international et c'est une fierté, il faut le dire. Et puis l'italien et là, je me dis, est-ce que finalement, parce que en lisant ce livre, La valse, je me suis dit, il peut vraiment facilement être adapté au ciné. Est-ce qu'il peut-être, vous avez eu des propositions pour une adaptation au cinéma ou pas encore pour une valse? Honnêtement, non. Pour le cinéma, je n'ai pas eu de proposition pour le moment, non. Par contre, pour le roman des pauvres cheveux, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que ça ferait un très bon film d'animation. Voilà. Mais j'ai pas eu de proposition concrète, ni pour le roman des pauvres cheveux, ni pour une valse. Pour le moment, non. J'attends toujours. Voilà. Peut-être que Linda, il y aura une proposition pour d'adaptation au ciné quand il sera officiellement traduit vers l'anglais, parce qu'il faut savoir que probablement, moi je m'attends un peu à ça. Ça dépendra du succès qu'il fera. C'est-à-dire que s'il a un certain écho, un certain succès là-bas aux États-Unis et dans les autres pays anglophones, donc il est probable, il est possible que une adaptation cinématographique se suive. Mais bon, ne précipitons pas les choses. Pour le moment, je suis déjà contente qu'il soit traduit et qu'il soit bientôt disponible dans les pays anglo-saxons. On verra par la suite. Voilà, ne précipitons pas les choses. Eh ben déjà, il y a notre amie Pullule à Libellule qui vous dit oui et qui c'est une Alsacienne. Oui, je confirme que beaucoup de lecteurs français ou lectrices françaises ont apprécié ce roman et elle parle de une valse. Voilà. Eh ben, il y a eu de très bons retours, faut dire. Eh ben, je suis contente que ça soit le cas. Effectivement, j'ai eu quelques bons retours, parce que moi aussi j'ai certaines connaissances outre-mer, elles ne sont pas très nombreuses, je compte sur les doigts des deux mains, mais les retours que j'ai eus sont effectivement très encourageants. Maintenant, il faudra élargir un petit peu tout ça. Voilà. Merci la dame Pullule, je ne connais pas son prénom. Merci d'avoir lu mon roman et Julia. Eh ben, merci Julia d'avoir lu mon roman et de l'avoir apprécié. Merci beaucoup. Très bien. Alors, Linda, on continue avec vous. C'est très intéressant votre parcours, faut le dire. On voit votre amour pour la littérature, votre amour pour les livres et votre amour pour l'écriture. Aujourd'hui, quel est, si on pèse entre la lecture et l'écriture, quel est le score le plus élevé, j'ai envie de dire? Vous qui êtes ou qui étiez une très grande lectrice dans le passé, j'imagine que vous l'êtes toujours, et vous écrivez. Donc, qu'est-ce que vous faites le plus? Que vous écrivez plus ou vous lisez le plus? Alors, je dois dire que pour le plaisir, j'écris plus. J'écris plus que je ne lis maintenant. Je continue à lire, mais je lis plus par obligation professionnelle, des thèses de doctorat, des mémoires de master, des ouvrages dont j'ai besoin pour mes cours, etc. Mais lire comme je le faisais autrefois, juste pour le plaisir, là, j'ai beaucoup moins de temps pour faire cela. Et je ne sais pas, peut-être que maintenant l'envie de proposer mes propres textes se fait très forte. Et donc, et comme il n'est pas possible de faire tout ça, bien sûr, je continue à lire. Mais il me semble que j'écris un peu plus que je ne lis maintenant, contrairement à autrefois, contrairement à mes années, aux années où j'étais plus jeune, quoi. Voilà. En termes d'écriture, en lisant, là, c'est clair que quand on lit, on voit vraiment un style soutenu. Est-ce que vous êtes le genre à faire vraiment attention à la syntaxe, au style, etc. Ou bien vous écrivez et puis vous vous arrangerez par la suite? Comment fait Linda? Bon, ça nécessite une réponse assez complexe. Ça dépend de plusieurs choses.
Bon, d'abord, quand on maîtrise la synthèse, je ne pense pas qu'on ait besoin de faire un effort particulier pour ça, parce qu'il faut quand même un minimum de maîtrise de la langue pour se mettre à écrire. Donc, quand on maîtrise la langue, vous écrivez naturellement correctement. Après, bon, il peut y avoir quelques imperfections par-ci, par-là, qu'on reverra par la suite en relisant, effectivement. Mais en gros, quand on maîtrise la langue, c'est censé être bien écrit dans l'ensemble. Vous comprenez? Après, ça dépend aussi de ce qu'on veut écrire. Par exemple, si vous avez, je crois que vous n'avez pas lu le roman des pauvres cheveux, le roman des pauvres cheveux, entre guillemets, d'accord, le roman des pauvres cheveux, entre guillemets, est mal écrit. Pourquoi je dis mal écrit? C'est voulu, bien sûr, c'est pas que c'est mal écrit. Vous remarquerez que, par exemple, dans la négation, dans les phrases négatives, il n'y a pas le nœud. La première phrase du roman, après l'avertissement au lecteur, qui est en fait un faux avertissement au lecteur, la première phrase c'est je ne sais pas écrire. Ce n'est pas je ne sais pas écrire, c'est je ne sais pas écrire. Et tout le roman est comme ça, c'est-à-dire c'est un français parlé, c'est le français de la rue, c'est le français comme ça. Et c'est voulu parce que le personnage principal, qui est pauvre cheveux, qui est d'abord un cheveu, donc c'est quelqu'un donc qui n'a jamais été à l'école et qui contrairement aux messieurs, se considère un petit peu presque comme un simple d'esprit qui, voilà, il ne considère pas qu'il maîtrise la langue. Donc je le fais pour que ça colle au personnage, je le fais parler de cette manière-là, c'est-à-dire dans ce français-là qui est un français décontracté, on va dire, un français, comprenez. Par contre, une valse qui est racontée à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire par un narrateur omniscient, là, je n'avais pas les mêmes raisons de l'écrire de la même façon que Pauvre Cheveux. Vous comprenez? Donc là, effectivement, c'est écrit dans un français un peu plus classique, un peu plus soutenu, et même toute la conception du roman ressemble un peu plus, porte l'influence des romans classiques, un petit peu dans le style à peu près du 19e siècle, toute proportion gardée, bien sûr. Et donc voilà, ça dépend de ce qu'on veut écrire, ça dépend du personnage qu'on fait parler, ça dépend de beaucoup de choses. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, quand on maîtrise la langue, ben ça sera voilà, bien écrit. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà, voilà. En tout cas, c'est une plume qui ne passe pas inaperçue, hein, Linda Schuiten. Vous avez une très très belle plume et quand on lit déjà un roman et un de vos romans, on a envie vraiment de découvrir encore d'autres, découvrir encore cette plume. Il y a une question dans le chat. Quels sont vos genres de lecture? Posée par Pullula les Bellules, Yulia. Quels sont vos genres de lecture? Alors, est-ce qu'en ce moment ou dans le passé, là, ce n'est pas précis, mais moi, je veux dire, si vous pouvez nous dire, allez, les deux. Dans le passé, vous lisiez quoi beaucoup plus et actuellement, quelle est votre préférence? Et j'ajouterais même, est-ce que vous lisez pour accompagner aider votre écriture, Linda Schuiten? Alors, ce que je lis pour accompagner mon écriture, pas spécialement. Le travail se fait spontanément. Forcément, quand on lit, on porte l'influence de ce qu'on a lu, les traces des écrivains qui nous ont le plus marqué se perçoivent dans nos textes, etc. Mais je n'écris pas, là encore, d'ailleurs je parlais de ça tout à l'heure, je disais essayez, je disais mon seul conseil aux gens qui débutent dans l'écriture, c'est de nourrir leur propre authenticité. Donc je ne cherche pas à lire pour écrire comme tel ou tel écrivain, ça serait grotesque, ce n'est pas moi, je suis moi-même, je ne suis pas cet écrivain-là. Voilà, donc non. Mais par contre, quand l'influence est très forte, elle se perçoit forcément dans ce qu'on écrit. Par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé le roman de l'américain Mark Twain, qui est l'un des écrivains que je maîtrise le plus, que j'apprécie le plus. Voilà, je crois, malgré moi, parce que je ne l'ai pas fait consciemment, quand j'ai écrit le roman des pauvres cheveux, je n'avais pas forcément en tête les écrits de Mark Twain et les aventures de Huckleberry Finn en particulier. Mais en relisant, j'ai retrouvé pas mal de Huckleberry Finn, c'est-à-dire la façon, l'esprit, si vous voulez, de Huckleberry Finn. D'abord l'anglais, Huckleberry Finn, c'est écrit dans un anglais parlé, etc., comme celui de Pauvre Cheveux. Après cette satire-là,
ce sens de l'humour, il y a beaucoup d'humour dans Paul Chevet, etc., pour cette sorte de satire contre la société, etc. Lui, il fait parler un simple d'esprit, moi je fais parler un cheveu qui est un petit peu aussi, qui je considère un petit peu comme stupide. J'ai retrouvé pas mal de similitudes, etc. C'est comme ça que ça se passe. Donc, parmi les écrivains qui m'ont le plus marqué, il y avait Mark Twain. Dans un tout autre style, il y avait Thomas Hardy, qui était aussi un écrivain britannique, du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, connu pour son pessimisme et pour son naturalisme dans les descriptions, etc., qui m'avait beaucoup marqué. J'ai adoré sa façon de décrire l'Angleterre rurale de la fin du 19e siècle, qu'il appelait Wessex. Lui aussi, il avait créé justement une sorte de contrée fictive qu'il appelait Wessex. Peut-être que c'est ça qui a inspiré Tizintley, comprenez, le procédé similaire dans une valse. J'ai beaucoup aimé, c'est une lecture de jeunesse, mais que je relirai avec plaisir, même maintenant, les contes du Danois Hans Christian Andersen, ces contes-là qui sont différents des contes qu'on connaît, les contes de Perrault ou nos contes traditionnels. Il y a une telle douceur, une telle magie dans ces contes-là qu'on retrouve peut-être, je ne sais pas, dans des rêves à leur portée, etc. Donc, il y a beaucoup d'influences comme ça, ce sont mes écrivains préférés. Par la suite, très tardivement, à l'exception de Ferraoun que j'ai découvert assez jeune, la littérature algérienne, j'ai commencé à la découvrir assez tardivement, peut-être même très tardivement, mais c'est celle que je lis le plus en ce moment. Pour répondre à la question de Julie, parce que à un certain moment, il y a eu un déclic. Bon, je faisais des lettres des études de lettres anglaises, et je me suis dit, mais il faudrait quand même, bon, je fais des études de lettres anglaises, mais il faudrait quand même découvrir ce qui se passe sur la scène littéraire algérienne. Et j'ai commencé, donc vers 2009, quelque chose comme ça, à lire un petit peu la littérature algérienne. Et puis par la suite, ces auteurs-là sont devenus mes confrères et mes consorts. Donc voilà, ils ont lu mes livres, j'ai commencé à les lire les leurs, etc. Et voilà, c'est ce que je lis le plus en ce moment, même si j'essaie de toucher un peu à tout aussi, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Nous revenons à une valse, une question de notre ami Ikralis. Ikralis qui dit: quelle partie de votre livre, une valse, vous a procuré plus de plaisir en l'écrivant et vice-versa? Quelle partie vous a donné du fil à retordre? On n'entend pas, hein, on vous entend pas, Linda Suiten. Voilà. J'ai pas activé mon micro, j'avais oublié d'activer mon micro, désolé. Donc la partie qui m'a donné le plus de fil à retordre, qui était la plus dure à écrire, c'était imaginer les souffrances de Shahira. Parce que Shahira est une jeune femme psychotique et qui donc a beaucoup d'hallucinations. Et d'écrire, c'est pas son ressenti, mais ce qu'elle imaginait. D'ailleurs, même il y a des lecteurs qui m'ont dit qu'ils ont trouvé ça difficile à lire, très dur à lire, etc. L'impression d'être attaqué, d'être agressé, les odeurs. Même en relisant, moi, quand j'ai relu, parfois j'ai trouvé ces parties-là très dures. Mais heureusement que je crois qu'il règne sur tout le roman une espèce d'esthétisme. C'est-à-dire que j'ai soigné le style, j'ai mis un petit peu de poésie dans le style pour rendre ces souffrances-là, pour rendre ces horreurs-là agréable, ou du moins lisible malgré tout, parce que sinon ce serait sans la beauté du style, sans l'intervention de l'esthétisme, ça serait très très dur. Donc ça c'était difficile. Ce qui m'a le plus plu, ce que j'ai aimé écrire, c'est toujours en décrivant la maladie de Shahira, mais ces moments de solidarité avec ses fantômes. C'est-à-dire quand ces fantômes lui venaient en aide. J'ai trouvé qu'en écrivant ça, je transmettais un fort message d'espoir. C'est-à-dire que malgré les difficultés, malgré etc., même ces fantômes peuvent lui procurer un soulagement, un bien-être, etc. C'est-à-dire que ça communiquait l'idée selon laquelle, même dans les moments les plus difficiles, une lueur d'espoir
un soutien inattendu peut se manifester. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai trouvé que quand même, c'était un roman psychologique, hein. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Euh, En parlant de ça, est-ce que vous avez aussi fait exprès pour que ça soit un peu ce côté psychologique? Est-ce que vous avez fait en sorte que ça soit comme ça? Et c'est oui, est-ce qu'il y a justement des livres psychologiques, des romans psychologiques qui vous ont, ou thrillers psychologiques qui vous ont peut-être marqué? Parce que dans la littérature irlandaise, il y a beaucoup de thrillers psychologiques aussi, il faut le dire, hein, la littérature anglo-saxonne, etc. C'était juste une curiosité par rapport au côté psychologique de une valse. Alors donc, bon, alors comment répondre à ça? Bon, je crois pas que ce soit un thriller. C'est différent des thrillers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de c'est un roman psychologique, mais c'est pas du tout un thriller. C'est vraiment l'humain qui m'intéresse. C'est vraiment et ça, je l'ai dit dans certains entretiens. Il me semble que c'est le plus grand intérêt de la littérature. L'intérêt de la littérature, selon moi, les grands romans, les vrais romans. D'ailleurs, je pense surtout à la littérature russe et à certains romans, grands romans français aussi. C'est le côté humain, c'est la complexité humaine, c'est ça qui m'intéresse. Dans ce roman-là, c'était inévitable parce que je parle d'une femme qui est psychotique. Je traite de maladie mentale, donc je ne peux pas parler de maladie mentale. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le show don't not tell. Je ne vais pas dire elle était malade et puis ça n'a aucun intérêt, ça va pas être convaincant. Il s'agissait de le montrer, de montrer sa souffrance, etc. Donc c'était inévitable vu le sujet du roman. Mais en dehors du fait que c'était le sujet du roman, je pense, comme je vous l'ai dit, que le plus grand intérêt de la littérature, c'est d'explorer la psyché humaine et la complexité humaine. Et c'est pour ça que c'est récurrent, même dans le roman à paraître, c'est-à-dire, j'ai failli révéler le titre. Le roman qui va paraître en octobre donc, vous retrouverez ce côté psychologique-là. Vous le retrouvez aussi dans une certaine mesure dans Des rêves à leur portée, mais nouvelles. Même si, bon, c'est moins frappant parce que c'est des nouvelles, donc l'espace que nous avons pour développer ça, la psychologie humaine, la complexité humaine, mais c'est très important pour moi. C'est important pour moi. C'est ce qui donne, surtout dans un roman. Le point central pour moi, bon, ça dépend des auteurs, des conceptions des uns et des autres, mais pour moi, le point central dans le roman, c'est la complexité des personnages. Il faut créer des personnages convaincants. On ne peut pas créer des personnages convaincants si on les traite superficiellement. Parce que les gens ne sont pas que des images. Les êtres humains ont des sentiments, des émotions, des pulsions, parfois très contradictoires, parfois très complexes, etc. Et c'est de ça qu'il faut parler de façon convaincante, parce que sinon, je crois que ça reste superficiel, c'est pas très convaincant justement. Voilà. D'ailleurs, vous l'expliquez très très bien, Linda, c'est que en lisant vos romans, notamment Une valse, même les autres, hein, parce que vous parlez très très bien du roman des pauvres cheveux, mais vous mettez très très bien les personnages en relief. Et on ne les oublie pas, hein, mais vraiment on ne les oublie pas justement, cette description, comment vous faites ces descriptions des personnages, on reste vraiment attaché. C'est des personnages vraiment attachants. Donc, est-ce que vous travaillez beaucoup sur les personnages ou ça vient spontanément? Parce que il y a des écrivains qui se concentrent sur l'histoire elle-même, il y en a ceux qui travaillent beaucoup les personnages, faut le dire. Donc, dans l'histoire, donc dans la vache Shahira est vraiment bien mise en relief. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, je l'ai dit à plusieurs reprises de différentes façons. Tout à l'heure, quand je parlais, par exemple, des nouvelles que je comptais écrire, inspirées de mes voyages, je disais que c'était le facteur humain qui comptait le plus, les rencontres, l'échange humain lors des voyages, qui m'intéressait le plus lors des voyages. En répondant à votre question précédente, je disais aussi que pour moi, la chose la plus importante en littérature, c'est d'explorer la complexité humaine, etc. Donc mon intérêt se porte tout naturellement sur cet aspect-là.
Et donc, je n'ai pas besoin de vraiment me forcer de faire des efforts, de grands efforts, parce que même dans la vie de tous les jours, même dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui fait très attention, qui essaie de comprendre un petit peu, de cerner. D'ailleurs, ça nous aide à ne pas, par exemple, froisser les autres, à ne pas, quand on comprend comment les gens réagissent, comment les gens réfléchissent, etc. Donc, c'est très important pour moi. Je suis quelqu'un qui fait très peu attention. Par exemple, je ne sais pas, aux apparences, ce que telle personne a porté, ce qu'elle pourrait me demander je peux vous dire, j'ai rencontré telle personne, vous me dites qu'est-ce qu'elle portait, je vous dis, je sais moi. J'ai pas fait attention, vous comprenez? Je fais pas très attention à ça, sauf si vraiment, il y avait quelque chose de vraiment frappant dans cette apparence-là, aucun peut pas échapper. Mais je suis beaucoup plus, je fais attention, par exemple, aux petits détails là qui peuvent révéler quelque chose sur le ressenti de cette personne-là ou ce qui lui traversait son esprit. Déjà dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Donc quand j'écris, en fait, ma concentration se porte tout naturellement sur cet aspect-là, sans avoir à me forcer. Donc non, je ne fournis pas d'efforts particuliers, même si quand même j'essaie de faire attention, bien sûr, mais ça ne m'est pas pénible ou ça ne me prend pas forcément beaucoup de temps pour le faire. Voilà. Et d'ailleurs, une question dans le chat, est-ce que vous écrivez en musique ou pas? Lorsque vous écrivez, est-ce que c'est vraiment le silence cathédrale pour bien vous concentrer ou bien il faut une petite musique civile? Quel genre de musique? Non, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique. J'adore la musique, j'écoute tout type de musique, mais quand j'écris, je ne mets pas de musique, non. Ça me distrait, je vais me mettre à chanter. Bon, si c'est de la musique tout court, sans parole, peut-être, mais j'ai jamais essayé ça. Mais si c'est des chansons, ça va me distraire, je vais me mettre à chanter, voilà, etc. Donc en général, non, je ne mets pas de musique. J'écris, voilà, j'écris dans le silence, mais pas trop, un silence pas trop oppressant non plus, parce que là aussi, ça peut distraire, ça peut endormir, ça peut, voilà. Donc, un silence, quelques bruits pas trop gênants, voilà, peut faire l'affaire. Et Lida, avec tout ce parcours, ce beau parcours littéraire, donc vous êtes en train de finaliser votre roman qui va. Est-ce que Linda, vous aimez écrire? Vous comptez continuer dans l'écriture? Vous comptez faire de l'écriture vraiment un deuxième métier? Donc, ça devient comme une nécessité pour vous, l'écriture. On va pas dire à la Amélie Nothomb chaque année un roman, mais pour vous, c'est vraiment nécessaire d'écrire, voilà, quasi tous les jours. Oui, pour le moment, j'ai envie d'écrire, si mes obligations me le permettent. Mais là encore, je ne peux pas prévoir mon ressenti dans quelques années. Donc, dans une année ou dans 2 ans, je voudrais peut-être faire une pause ou m'éclipser pour quelques années. Je ne sais pas. Là encore, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'écris quand l'envie m'en prend. Et donc, chaque fois que j'aurai l'envie d'écrire, tant que j'ai envie d'écrire, je continuerai à écrire. Si l'envie n'est plus là, évidemment, je ne vais pas me forcer juste pour... voilà, c'est ça. Voilà, il y a Linda, Leila Ben qui vous dit c'est toujours un plaisir de t'écouter, Linda, parler de l'écriture, la passion émane de tes propos. Voilà, c'est notre écrivaine Leila Ben. Leila Ben. Voilà. Merci Leïla, merci beaucoup. J'ai eu l'occasion de lire ces poèmes que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je lui ai dit qu'elle devait les publier, bien qu'avant qu'elle se mette. Elle en publié quelques-uns sur Facebook et je les appréciais déjà. Donc, je voudrais lui dire que c'est réciproque. Je sais qu'elle aime beaucoup mes écrits, mais j'aime beaucoup ses poèmes et ça me fait plaisir de recevoir, de lire ce petit commentaire sympathique qu'elle a. Il faut savoir que Linda écrit de très jolis poèmes et elle a eu d'ailleurs récemment un prix pour un poème en France. J'ai oublié à quelle occasion. Donc, félicitations. Félicitations, Leïla. Je crois comme ça. Elle a eu la 3e place pour un. J'ai oublié le nom du prix aussi. Félicitations.
Alors, Linda Schuiten, on a beaucoup parlé de l'écriture. C'était nécessaire parce que vous êtes quand même une femme de lettres. Et la littérature, c'est et la lecture et l'écriture. Est-ce que vous comptez peut-être animer un atelier d'écriture? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce qu'on vous a proposé ça déjà? On me l'a pas vraiment proposé. Je crois qu'on me l'a proposé une seule fois. J'ai dû décliner parce que je crois que je travaillais ou j'avais d'autres. Non, je crois que c'était pour le 8 mars. J'avais déjà été programmée ailleurs, je crois. Et donc c'était la seule fois. Mais là encore, c'est pas évident parce que là encore, ça prend du temps et ça dépendra de mes obligations. Les obligations supplémentaires que j'ai à côté, donc pourquoi pas. Mais franchement, là encore, je sais. Ce n'est pas le côté qui m'enthousiasme le plus dans l'écriture, on va dire. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, selon laquelle, voilà, il ne s'agit pas d'obliger les gens à écrire de telle ou telle façon. Moi, quand on me demande ce que je conseille aux jeunes écrivains, je dis toujours, soyez vous-même, restez authentique, n'imitez personne et lisez beaucoup. Voilà. À part ça, les, les, comment dire, les ateliers d'écriture, pourquoi pas, mais c'est pas ma passion première, on va dire, c'est pas ce qui me motive le plus dans ce domaine. Voilà. Ah. Donc, Eugène, ça, je voulais laisser en dernier, mais vous avez très bien répondu. Donc, quel est le conseil en termes d'écriture que vous pouvez donner à d'autres personnes qui souhaitent écrire ou jeunes? Linda Schuiten, si je vous dis quel est the book que vous voulez, que vous pouvez conseiller, the book qui vous a touché dans votre vie, que ce soit étant enfant, ado ou adulte. Alors là, je ne peux pas donner de réponse parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup, pendant mon parcours d'étudiante, j'ai beaucoup aimé les romans de Thomas Hardy, comme je l'ai dit. Il y a un livre qui m'a vraiment marqué de Thomas Hardy qui s'appelle The Mayor of Casterbridge, le maire de Casterbridge, où il s'agit il y a un grand gaillard comme ça qui est Henchard, qui est le personnage principal, quelqu'un de très bien intentionné, mais qui est brusque, qui est brutal dans ses manières, etc., très impulsif, etc. Et ça lui cause beaucoup de... Enfin, c'est une tragédie, ça va causer son drame à la fin du roman, etc. Et ça m'avait vraiment... Ça m'a vraiment touché cette sincérité qui ne paie pas toujours, comprenez, c'est-à-dire cette impulsivité qui gâche un caractère bon au fond. C'est un personnage, c'est l'un des livres qui m'a le plus marqué. Mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai cité tout à l'heure Huckleberry Finn, les aventures de Huckleberry Finn, qui est une sorte de pas de pamphlet. J'aime pas le mot pamphlet quand on parle d'un bon roman, mais qui défend si bien la cause des esclaves noirs, c'est-à-dire qui dénonçait un petit peu l'esclavage aux États-Unis, voilà, de façon très subtile, très intelligente, très touchante. Ça m'avait beaucoup plu à l'époque. Les pièces de Shakespeare, les pièces de théâtre de Shakespeare, qui sont aussi des merveilles quand on les lit dans l'original, quand on est en entier. Anna Karenine, j'ai trouvé ça vraiment très très touchant. J'ai adoré Anna Karenine. Il y en a beaucoup, donc je peux pas. Le Rouge et le Noir de Stendhal, que j'ai relu il y a une année de ça, et je l'ai lu à l'âge de 16 ans une première fois. La première fois que je l'ai lu, ça m'avait un petit peu choqué parce que le personnage de Julien Sorel est un petit peu comment dire, un opportuniste. C'est l'image d'un opportuniste, etc., calculateur, etc. Moi, j'avais 16 ans, j'étais plein. Ça m'avait un petit peu choqué cette image-là, mais je l'ai relu il n'y a pas longtemps et j'étais fascinée par cette profondeur psychologique, etc., cette exactitude dans la description des personnages. Et puis ce Julien Sorel, j'ai commencé à le voir sous un autre jour, etc. Je pourrais citer plein de romans qui m'ont marqué. Franchement, je ne peux pas me contenter d'un seul. Voilà. Merci beaucoup, Linda, pour votre spontanéité, votre sincérité, hein, surtout. Encore une fois, nous vous félicitons pour tout le bon travail hein, que vous avez fait, il faut le dire. Nous espérons vraiment vous lire encore et toujours.
Donc, n'arrêtez pas d'écrire, continuez d'écrire, s'il vous plaît. Et, vraiment, c'est une fierté de voir une plume algérienne, hein, comme ça, il faut le dire. Linda Schuiten, merci encore pour ce soir, pour votre présence. Nous avons parlé de Une valse, le roman de Paul Cheveux, le recueil de nouvelles, j'ai oublié le titre, je ne l'ai pas ici. Vous pouvez me rappeler par les Caspa Éditions. Oui, chez Caspa Édition. Et le prochain roman sera aussi chez Caspa Édition. Donc, voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'est la fin. Je sais que c'est déjà la fin. Donc, je vous remercie. Merci Agnès. Vraiment, franchement, j'ai pas vu le temps passer. C'était vraiment agréable, une conversation très agréable. J'ai parlé comme si je discutais avec un groupe d'amis là chez moi. C'est un peu le cas d'ailleurs, parce qu'on est tous chacun chez soi et on est en train d'échanger comme ça de façon très conviviale. Donc je vous remercie vous, je remercie tous les lecteurs, tous ceux qui sont là avec nous. J'ai pas eu l'occasion de lire tous leurs commentaires. Je suis désolée parce que j'ai essayé de le faire une fois. Vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai fait un faux geste et je me suis déconnectée. Donc je me suis dit je reste tranquille. Je les lirai tranquillement tout à l'heure. Merci à tous pour votre attention. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je vais essayer d'y répondre par écrit brièvement. Et voilà, merci encore une fois. Voilà. Merci à vous et encore une fois, j'espère qu'on pourra vous revoir dans un autre live lors de votre prochain roman. Pourquoi pas? Linda, merci. C'est un plaisir de discuter avec vous. Le but de ce live, justement, c'est de découvrir Linda. Il faut savoir que Linda a assisté à plusieurs lives. Elle a été invitée plusieurs fois à des plateaux de télé, des émissions. Donc, moi, je ne voulais pas reposer toutes les mêmes questions. Je voulais juste que les membres, les nouveaux membres aussi découvrent l'autrice, l'écrivaine, Linda Schuiten. Quel est son style d'écriture, quelle est sa méthode, qu'est-ce qu'elle aime en termes de littérature et merci pour cette sincérité. C'était un énorme plaisir. Merci à tous. Merci. Bonne nuit tout le monde. Au revoir. Au revoir.